Pour être honnête, je rêvais pas de l'entrepreneuriat. Je suis d'une génération où ce qui paraît logique, c'est le CDI. Je suis plus du tout stimulée et une fois que je suis plus stimulée, mon cerveau il tourne et je me dis qu'est-ce que je fais là. Une très bonne promo. Enfin franchement, c'est tous très bien entendu. C'est un plus, un vrai plus quand même sur un CV. J'étais un peu naïve que même si on a peu de moyens, même si on a peu de temps, on peut faire quand même des choses quali. S'il y a des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et j'ai eu des clients ou des clientes qui sont des anciens créatifs grâce à ça. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Tiffaine Courard, consultante et formatrice en communication. Tiffaine, bonjour. Bonjour. On va revenir sur ton histoire, ton parcours entrepreneurial et la formation que tu as suivie chez Créactif. Pour commencer, qui es-tu et quel est ton projet ? Donc, je suis Tiffaine Courard. Je suis depuis peu consultante et formatrice en communication. Je fais ça officiellement depuis le mois de novembre seulement, donc ça fait que quelques mois. Avant, j'étais salariée pendant une dizaine d'années de diverses associations. Et arrivé le moment où je me suis dit que je me reconnaissais plus trop dans le salariat. Et donc, je me suis mis dans l'idée de devenir freelance, de monter ma micro-entreprise. Donc, suite à une formation chez Créactif, j'ai monté ma micro-entreprise. Et là, je suis encore en phase un peu de lancement, on va dire, même si ça commence vraiment à bien prendre, à la fois au niveau de la formation et au niveau aussi de choses vraiment de consultantes auprès de TPE, d'indépendants ou d'associations. Voilà, moi, je travaille surtout avec des petites structures. Donc, mon projet, vraiment, c'est d'aider en fait les petites structures à professionnaliser, on va dire, leur communication. Comme je viens du milieu associatif, je sais ce que c'est de ne pas avoir de temps, de ne pas avoir de budget. Des fois, il n'y a même pas de secteur communication. Ou alors, on fait de la com. Et moi, il y a une asso dans laquelle je travaillais. Je faisais à la fois de la com, je faisais l'accueil, je faisais la billetterie des fois pour aider, je faisais l'accueil du public, des fois, j'aidais même à remplacer quand des profs n'étaient pas là. Donc, ça m'arrivait de donner des cours d'anglais. Enfin, c'était vraiment, vraiment le milieu associatif, c'est un peu ça aussi. Des fois, on fait vite, on n'a pas de budget alloué à la communication. Et donc, moi, mon but, c'est d'aider ces milieux-là qui bricolent un peu, on va dire, et à les aider, à leur montrer que même si on a peu de moyens, même si on a peu de temps, on peut faire quand même des choses quali, des choses qui permettent de trouver des adhérents, de trouver des bénévoles. Que des fois, quand on se lance en indépendant, on se rend pas compte que on veut monter sa boutique, on veut, devenir thérapeute, on se rend pas compte que derrière, en fait, il faut trouver des clients. On se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière et qu'en fait, quand on est indépendant, on est aussi chargé de communication de sa propre entreprise. Maintenant, il y a des outils comme Canva, il y a l'IA, tout ça qui permet de faire des choses très simplement. Mais des fois, ça donne un côté un peu amateur. Et en fait, ça dessert un peu leur expertise. Parce que des fois, il y a des gens qui sont brillants. Mais en fait, quand on voit leurs flyers ou leurs réseaux sociaux, on se dit, je vais peut-être aller chez le concurrent. Au moins, c'est plus quali. Alors qu'en fait, ça dit rien de qui ils sont, de leur expertise. Donc voilà, moi, c'est vraiment aider ceux qui ont pas l'argent d'avoir un secteur communication, mais pour leur montrer que avec Canva, par exemple, on peut faire des choses très bien, un peu plus quali que prendre un template et changer des polices et pas connaître un peu les règles de base du graphisme. Donc voilà, moi je suis là un peu pour soit les former, soit pour ceux qui ont vraiment pas le temps de leur faire à leur place. Donc vraiment un rôle vraiment de chargé de com, on va dire, pour eux, avec des prestations à moindre coût, pas un gros planning de com comme ils pourraient avoir s'ils passaient par une agence. Donc c'est vraiment, moi je connais la réalité du terrain, donc je peux être aussi à leur place. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de passer du salariat à l'entrepreneuriat ? Alors, pour être honnête, je rêvais pas de l'entrepreneuriat. J'ai eu un parcours un peu compliqué. Donc, j'ai fait un burn-out, en fait. J'étais dans un musée et c'était une petite asso qui gérait un musée. Suite au Covid, beaucoup moins de visiteurs, beaucoup de pertes d'argent. La direction était stressée, ça s'impactait sur les salariés. Enfin voilà, il y avait vraiment une ambiance très pesante et une charge de travail qui faisait que s'accumulait, avec très peu de retour en fait sur investissement parce qu'on n'arrivait pas forcément à faire revenir les gens. Et donc ça a craqué un peu à plein de niveaux. Et donc là, en fait, je me suis dit, je me reconnais plus dans ce que je fais. J'ai toujours travaillé dans le milieu associatif en me disant que je voulais un travail qui ait du sens. Le fait que la structure ait du sens suffisait pas à me combler. Il fallait que moi aussi j'ai l'impression de faire quelque chose. Et là, j'avais un peu l'impression de me battre dans le vide, en fait. Donc, ça a été un peu compliqué. J'ai fait un an de pause suite à ça. Et puis, je me suis dit, je vais reprendre un boulot
Tout l'inverse, tranquille. J'y vais, je fais mes heures et puis je pars et tout. Et finalement, Donc en salariat. encore en salariat, Ouais. dans une association. En plus, ça, c'était juste à côté de chez moi. Je me suis dit, pépère, peut-être c'est ça qu'il me faut. J'ai tenu 1 an, en fait, et pareil, en fait, ça me convenait pas du tout. Et je me suis dit, mais c'était une association avec un beau projet. C'était dans l'immobilier pour aider les travailleurs qui ont peu de budget peu de moyens à se loger. Et pareil, en fait, je me reconnaissais pas dans ce que je faisais. Et puis, là, j'ai eu un peu un déclic où vraiment, je me suis dit, c'est plus possible. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus pour moi. Et je suis partie, j'ai mis fin à mon contrat et j'ai fait un bilan de compétences suite à ça pour comprendre, parce que j'étais arrivée à un point où je me disais, je veux plus travailler, comment je vais faire, voilà, parce que bon. Et tu savais à cette époque que tu avais déjà fait un burn-out et tout ça? Oui, si, je savais que voilà, j'avais été suivie. Je pensais que j'en étais sortie en fait. Et en fait, on reste encore très fragile suite à ça. Je pensais que c'était juste une question de surcharge de travail. Voilà, j'en ai discuté avec des professionnels qui s'y connaissent en burn-out. Un burn-out, c'est jamais juste une surcharge de travail, parce que l'humain est capable de tenir des charges de travail énormes. Les urgentistes, tout ça, ils sont pas tous en burn-out, même si c'est des métiers compliqués. Non, c'est plus une question de management, d'environnement, et puis de perte de sens dans mon cas. En fait, du burn-out, j'ai fait presque un bore-out après, en me disant, j'ai pris un métier qui était sous mes compétences, qui pourrait être un métier très bien pour quelqu'un qui commence dans le domaine, on va dire. Et en fait, la planque, entre guillemets, ça marchait pas non plus pour moi. Donc là, je me suis dit vraiment, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait un bilan de compétences en me disant, ça se trouve, je me trompe complètement de domaine. C'est pas du tout la communication que faut que je fasse. Ça se trouve, il faut que j'ouvre un commerce, un restaurant. Enfin, j'étais partie vraiment en me disant, ça se trouve, il faut que je remette tout à zéro. Je me suis rendu compte que finalement, c'était pas tant une question de ce que je faisais, parce que ce que je faisais me plaisait. Dans la communication, j'ai un côté, donc je fais beaucoup de design aussi. J'ai un côté très artistique aussi, donc ça, je voulais le conserver quand même, parce que j'aime bien créer. Enfin, je fais beaucoup de peinture à côté, par exemple. Donc, en fait, ça me correspondait. Et puis, je me suis rendu compte que le problème, c'était pas le corps du métier, c'était la manière de le faire. J'ai un peu un souci avec la hiérarchie, avec le monde du travail en soi, l'environnement. Voilà, je me sens vite oppressée par les règles, les consignes. Et la communication, je trouve que c'est un beau métier aussi pour rencontrer plein de gens différents, plein d'entreprises différentes. Et en fait, je me lassais très vite d'être dans une seule boîte et j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Alors des fois, c'est une année, et puis l'année d'après, on recommence, ça marche par saison. Je sais qu'à Noël, on va faire ça, là, on va faire ça. Enfin voilà, j'ai l'impression de tourner en rond, et vite, moi, je suis plus du tout stimulée, et une fois que je suis plus stimulée, mon cerveau, il tourne, et je me dis, qu'est-ce que je fais là ? Donc, il y a eu cette idée de l'entrepreneuriat qui est venue, qui me faisait très peur au début. Enfin, voilà, je suis d'une génération où ce qui paraît logique, c'est le CDI. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un CDI assez tôt, quand je voyais mes amis galérer. Et à chaque fois que je quittais un boulot, je retrouvais un. Surtout dans la com, ça devient impossible d'avoir un boulot. Donc, je me disais, je me rends peut-être pas compte de la chance que j'ai. Je vois des amis qui galèrent pendant que moi, voilà, j'arrive à avoir des CDI et puis je trouve le moyen de me plaindre derrière. Finalement, j'ai compris que voilà, fallait que j'accepte que la stabilité du CDI, c'est peut-être bien. C'est pas quelque chose qui me correspondait et que voilà, fallait que je tente autre chose. Et puis si ça marchait pas, mais au moins faut que j'essaye. Donc voilà, j'ai eu cette idée de l'entrepreneuriat, que la coach avait l'air de dire que c'était quelque chose qui me correspondait bien. Et puis j'avais cette idée dans la tête aussi de la formation que j'avais depuis un moment. Je n'étais pas sûre que ce soit quelque chose qui soit pour moi ou pas, mais j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable. J'aime bien rencontrer les gens, discuter de leurs projets. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis en faisant pendant mon bilan de compétences, en faisant des questionnaires, en fait on envoie ses anciens collègues, à ses amis, à sa famille, des questions sur soi pour voir comment on est perçu. Et puis il y avait notamment une question de dans quel type de métier vous me verriez plus tard. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient mis des choses en rapport avec l'enseignement, par exemple, soit en consultante soit vraiment des choses vraiment tournées vers l'enseignement. Il y en a qui mettaient la formation. Après l'enseignement, je savais que c'était pas vraiment pour moi. Les enfants, c'est quand même un peu trop d'énergie pour moi. Mais voilà, je me suis dit, il y avait quelque chose quand même, surtout mes anciens collègues qui voyaient quelque chose, il y avait une idée de la transmission. Et du coup, comme c'était déjà dans ma tête, la formation, je me suis dit, finalement, c'est peut-être pour moi. Et on a creusé cette piste, du coup, avec ma conseillère, qui, elle, du coup, était aussi formatrice à côté. Et puis, donc, on est parti sur ça. Elle m'a dit que c'était, voilà, pour elle, c'était ce que je devais faire et que j'avais vraiment un profil pour
un peu explorer plein de choses différentes et pas m'enfermer dans un seul rôle. Donc voilà, les 2 volets formation et consultante, et aussi le fait qu'en travaillant en freelance, comme peut le faire une agence par exemple, de travailler avec plein de clients différents, contrairement à un CDI dans une entreprise où on est vraiment dans le secteur communication, on s'occupe de la communication que d'une marque, quoi. Okay. Et une fois que tu as eu cette idée-là, tu as dit que tu avais vraiment peur au début. Comment tu as fait pour t'organiser et pour faire bien les choses dans le bon ordre et petit à petit être de plus en plus sûr de toi et apaiser un petit peu cette peur? Je me suis pas mal renseignée quand même. J'ai un peu discuté avec des gens qui étaient formateurs, formatrices aussi, pour savoir la réalité des choses. Donc, il y en a pas mal qui étaient dans des CFA, par exemple, des choses comme ça. L'entrepreneuriat, j'ai un peu dans ma famille, ma mère ou mes sœurs qui sont dans ça. Puis, elles ont l'air de s'épanouir là-dedans. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi? Donc, ça m'a un peu rassurée, surtout que bon, j'ai encore, et puis j'avais encore à ce moment-là le chômage. Donc, bon, j'avais quand même une stabilité un peu financière qui me permettait un peu de me projeter vers ça. Et voilà, j'ai fait pas mal de recherches, ça m'a un peu confortée, même si j'avoue que voilà, j'ai fait en pensant pas trop à l'après, quoi. C'était vraiment, je faisais au jour le jour. Parce que je me suis dit, si je commençais à douter de tout, à me dire, oui, mais là, si j'ai pas d'argent là, voilà, je me suis dit, je vais faire les choses les unes après les autres. J'ai le chômage qui tombe. Si jamais ça marche pas, je verrai autre chose. Là, je peux me permettre de prendre du temps, de réfléchir et puis de faire les choses petit à petit. Et ça a commencé par trouver notamment une formation parce que le côté consultante communication, je le savais faire, mais le côté formatrice, j'avais besoin de me rassurer sur ça, sur mes compétences en ça. Ma conseillère m'a dit que pour elle, j'avais pas besoin de faire une formation longue d'1 an. Pour elle, j'avais les compétences et que pour me rassurer, je pouvais peut-être faire une petite formation, mais qu'elle se faisait pas de soucis sur mes capacités. Et donc, voilà, je suis partie, j'ai cherché une petite formation pas trop longue de formatrice pour adultes. Et donc, je suis tombée sur celle de Créactif. Et donc, comment t'es tombée sur celle de Créactif? Des recherches sur Internet, j'ai regardé un peu, j'ai trouvé plein de choses assez différentes. Donc, j'ai appelé pas mal d'organismes de formation, voilà, pour savoir comment ça se passait. Ils m'ont envoyé pas mal de documentation, donc je me suis un peu posée. J'ai aussi envoyé donc à des formateurs et formatrices que je connaissais pour avoir leur avis sur les formations. La plupart, en fait, c'était des formations asynchrones où on travaillait chacun de notre côté avec des vidéos, un suivi à côté avec souvent un formateur expert, mais c'était vraiment, voilà, c'était de notre côté. Moi, ça faisait déjà quelques mois que j'étais au chômage et j'avais un peu envie quand même de me reconfronter à une situation avec un peu des gens. Celle de Créactif me paraissait en plus voilà, convenir à ce que je voulais faire. Et puis, c'était une classe virtuelle pendant 1 semaine. Puis, je me suis dit que de toute façon, ça me motiverait plus. J'avais un peu peur quand on regarde des vidéos chez soi, de regarder au début et puis après de faire autre chose en même temps. Là, j'avais besoin de quelque chose. Je sentais que j'avais besoin d'un environnement plus cadré. Et puis l'idée aussi de rencontrer d'autres gens qui sont dans des parcours différents du mien. Il y avait des métiers très, très différents avec mes camarades. On était tous dans cette idée de devenir formateur. Donc, je trouvais ça bien aussi de créer un petit réseau aussi par rapport à ça. Et pour remettre les choses un peu dans la temporalité, tu avais déjà commencé en étant free en conseil communication? Non, pas du tout. On va dire qu'à côté de mon salariat, j'ai toujours eu des petites missions à côté, mais c'était c'était un peu soit des anciens collègues, soit des amis. Enfin voilà, j'ai toujours un peu aidé les gens qui voulaient monter un site internet, des gens qui voulaient des flyers. J'ai toujours fait ça un peu à côté. Donc on va dire que de ce côté-là, je me disais, je pense que ça peut le faire parce que les gens pensent à moi en fait quand ils ont besoin, même des gens avec qui je suis plus trop en contact, ils venaient vers moi en disant tiens, ça te dirait de faire mes cartes de visite, enfin voilà. Donc je me suis dit ce côté-là, je pense que ça va le faire et je voulais vraiment me concentrer du coup sur le métier de formatrice et en fait j'ai vraiment monter ma structure formatrice et consultante plus tard, une fois que j'avais ma certification et que j'étais sûre que je me lançais là-dedans vraiment, quoi. Et la formation, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est très bien passé. J'ai fait une formation, donc concevoir et animer une action de formation. C'était donc 1 semaine, une classe en visio avec des profils très différents, une très bonne promo. Enfin, franchement, on s'est tous très bien entendus. Il y en a avec qui je suis encore en contact, même avec qui on s'entraide. Donc, franchement, ça a été
vraiment une bonne semaine. On a bizarrement bien réussi à se créer des liens, alors qu'on pourrait se dire en visio, une semaine, ça va être compliqué de se connaître les uns les autres. Et en fait, ça venait aussi des formateurs et des formatrices qu'on a eus qui ont réussi à créer vraiment une synergie de groupe. Donc, on a appris vraiment les méthodes pour concevoir une formation très structurée, très organisée. Comment on évalue aussi une action de formation, savoir si ce qu'on fait, ça marche ou pas. Le retour des stagiaires, tout ça. Et puis, comment on anime avec un icebreaker, ce genre de choses. Donc, vraiment, voilà, ça m'a un peu éclairé sur ce qu'est une formation pour de vrai, le derrière de ce qu'on voit quand j'ai été salariée, j'ai fait pas mal de formations aussi. On ne se doute pas forcément que derrière une action, une formation d'une demi-journée ou d'une journée ou 2 jours, il y a tout ce travail derrière de structuration et de réussir à créer quelque chose avec un groupe parfois très hétérogène en plus. Donc voilà. Et au niveau de la charge de travail, parce que du coup la formation c'est sur une semaine, Ouais. donc c'est quand même assez intense. Ouais. Comment tu t'es sentie par rapport à ça? Alors moi, ça allait dans le sens où j'avais pas d'emploi à côté. Donc j'ai réussi, voilà, c'était vraiment une semaine sur ça. Ensuite, après, il y avait un dossier à faire de certification. Donc on va dire j'avais la chance de pouvoir me consacrer pleinement à ça. Donc moi, de mon côté, ça allait, mais je voyais que certains de mes camarades qui étaient salariés à côté avaient plus de difficultés. Alors pour la semaine, on va dire que tout le monde avait posé sa semaine et c'était plutôt l'après pour la certification. Il y en avait qui étaient un peu stressés sur les délais. De ce que j'ai compris, Créatif pouvait décaler d'une session pour ceux qui vraiment avaient des difficultés, soit à se libérer pour le jour de la certification, soit pour faire le dossier à temps, ou ceux qui ont des enfants. Mais moi, voilà, j'étais vraiment, on va dire que c'était, donc je l'ai fait fin août et ma certification, je l'ai passée fin septembre, il me semble. Donc j'étais vraiment focus sur ça pendant un mois. C'était bosser sur ma présentation pour la certification fin septembre. Et après la formation, du coup, tu as été accompagnée par un formateur? Voilà, j'ai été accompagnée par Xavier Aubry, il me semble, son famille. Voilà. Ça a très bien fonctionné parce qu'en plus, il vient d'un milieu qui n'est pas si éloigné du mien, puis il connaissait bien le milieu associatif. À la base, je ne savais pas trop vers où me tourner. Est-ce que je travaillais que pour les associations? Est-ce que j'ouvrais un peu? Donc, il a pu bien m'éclairer sur ce milieu-là. Voilà, ça s'est très bien passé. Il m'a aidé même un peu plus loin que juste m'aider à la soutenance en me disant ça va, ça va pas. On s'est aussi un peu projeté sur l'après. Donc, ça, c'était très agréable d'avoir quelqu'un sur qui un peu se poser et puis vraiment se dire qu'on ne fait pas une soutenance pour faire une soutenance, mais qu'on fait une soutenance pour après avoir un vrai métier et trouver des vrais clients, quoi. Et en parlant de trouver ses clients, est-ce que tu as mis des choses en place suite à la formation pour trouver des personnes? Alors, pour trouver des clients, j'étais un peu naïve. Ouais. Je me suis dit que ça allait un peu me tomber dessus. Quand on n'a jamais été freelance ou enfin indépendant et qu'on a juste été salarié, et puis j'ai jamais été dans la partie commerciale du salariat, on va dire, on se dit les clients, ça va arriver. En fait, on se rend pas compte de notre vrai métier. On le fait peut-être 50% du temps, quoi. Il y a vraiment une grosse partie à côté qui est de l'administratif, qui est de la prospection. Donc ça, il faut aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que on n'est pas juste consultant et formatrice en communication, on est aussi comptable, commercial, chargé de com pour ceux qui sont, je sais pas, ceux qui deviennent coach, thérapeute, tout ça. Il faut se dire aussi qu'ils seront chargés de com de leur boîte. Pour trouver des clients, au début, j'ai testé pas mal de choses. Je me suis mis tout d'abord sur LinkedIn, ça a été mon réseau premier. Petit à petit, j'ai réussi à faire des contacts, on va se dire, pour me faire un peu la main sur les formations. J'ai proposé des formations gratuites, donc j'ai trouvé des gens sur LinkedIn. J'ai trouvé aussi pas mal de gens sur les groupes WhatsApp de Créatif. En fait, des génial. anciens, soit des gens qui actuellement font des formations chez Créatif, soit des anciens. En fait, je me suis dit, mais pourquoi je ne parlerais pas à eux? Parce que pour le coup, c'est que des entrepreneurs, soit en devenir, soit qui le sont. Donc, j'ai commencé à proposer des petites choses, des webinaires, des choses comme ça, et ça a pas mal pris. Et donc, je suis toujours même en contact. Et j'ai eu des clients ou des clientes qui sont des anciens de Créatif grâce à ça. Parce qu'on a réussi en fait à former un petit groupe, et puis il y en a d'autres qui après ça se sont dit c'est pas mal ce que
Tiffany a proposé, moi aussi je vais faire un webinaire. J'ai même co-animé un webinaire avec une qui avait fait une formation dans le marketing, il me semble. Enfin voilà, donc ça a créé un peu un petit groupe. Donc ça, c'était bien en fait d'avoir ce support-là où on est passé par la même chose. LinkedIn, ça m'a permis aussi de capter quelques personnes. Mais on va dire pour l'instant, LinkedIn, c'est plus une espèce de support, quelque chose si on me cherche, on me trouve sur LinkedIn, on voit que j'ai un sérieux. Enfin voilà, c'est pour le référencement, tout ça. Moi, ce qui marche le plus actuellement encore, c'est les réseaux, on va dire réels. J'essaye de faire un peu de réseautage en allant dans des réseaux. Dans ma ville, il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup de choses qui se font aussi pour les femmes dans l'entrepreneuriat. Je pense à Femmes des Territoires, par exemple, auquel je me suis inscrite. Je vais animer un atelier pour eux. Enfin voilà, c'est des choses. Voilà, c'est comme ça. C'est en rencontrant d'autres entrepreneurs et entrepreneuses que pour l'instant, j'arrive vraiment à faire naître des choses. Et puis sinon, après, ça a été des mails envoyés à des associations. J'essaye pour l'instant de viser un peu ce qui est proche de chez moi, parce que bon, j'ai quand même un métier qui me permet de travailler avec toute la France, on va dire, parce que je travaille depuis chez moi principalement. Mais pour l'instant, j'essaye de me dire, j'essaie de cadrer en me disant, je vais d'abord viser l'Île-de-France pour pas partir trop loin, ou des entreprises que je connais. Pour l'instant, ça a été les mails qui m'ont rapporté des gens, et puis surtout le contact réel, on va dire, avec des gens, où là, c'est tout de suite plus simple, ou alors j'ai rencontré telle personne qui m'a recommandé, parce qu'elle est dans tel réseau aussi, elle m'a recommandé à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu comme ça que ça se fait pour l'instant. Okay. Et après les premières formations que tu as données, est-ce que tu as eu des retours ? Oui. Alors, la toute première formation que j'ai fait une formation gratuite. Donc là, c'était un gros format, c'était 3 heures sur un logiciel qui s'appelle Affinity. C'est une espèce de suite Adobe gratuite. Okay. Donc je me suis dit que ça venait juste de passer gratuit, et je me suis dit, voilà, c'est parfait pour mon public qui n'a pas forcément le budget de se payer la suite Adobe tous les mois. Donc ça, j'ai trouvé sur LinkedIn, je crois, la plupart des gens. Quand tu dis que tu trouves sur LinkedIn, c'est tu mets un post ou tu contactes? Ouais, j'ai fait un post. Est-ce que j'ai contacté? J'ai dû contacter des gens qui ont, par exemple, liké, qui n'ont pas pris la peine de s'inscrire après, mais des fois, une petite relance. Ah bah oui, j'avais oublié de m'inscrire, je m'inscris. Enfin voilà. Donc, on n'était pas très nombreux. Il y avait 5-6 personnes, il me semble. C'était un premier essai pour moi. Et puis, voilà, je savais que c'était gratuit. Je leur avais dit que c'était ma première formation. Il y en a plein qui étaient contents. 3 heures d'une formation sur un logiciel. Voilà, il y en a qui m'ont dit, même si c'est ta première, merci beaucoup de faire ça. Et ce qui m'a fait très plaisir, c'est qu'en fait, à la fin de la formation, il y a une des personnes présentes qui m'a dit qu'elle était ancienne formatrice, qu'elle avait fait ça pendant 20 ans de sa vie. Et elle m'a dit, t'as vraiment tout pour être formatrice. Donc voilà, là, ça m'a confortée sur ce que j'ai fait. Je me suis dit, c'est que je prends la bonne direction. Puis les gens qui ont été là, il y en a plusieurs je vois qui me suivent un peu encore sur les réseaux, qui like ce que je fais, qui sont abonnés à ma newsletter, par exemple. Donc je me suis dit que ça marchait, quoi. Et puis après, les webinaires, je me suis dit que j'allais tester ce format-là plus court, puis un espèce d'avant-goût vers des formations plus longues après. Donc évidemment, il y en a qui viennent parce qu'ils n'ont pas forcément le budget, donc ils prennent juste sur le webinaire, et puis ça donne quand même pas mal d'infos. Et puis il y en a qui derrière, qui me disent, voilà, est-ce que pendant 1 heure, soit tu peux me former à telle ou telle chose, ou est-ce que tu fais bientôt un atelier sur ça? J'essaye de faire un peu des formations. J'essayais de faire ça tous les mois, mais pour l'instant, je vais peut-être plutôt faire ça tous les 2 mois pour être sûre de remplir. Mais j'essaye de faire des formations de 2-3 heures. Voilà, l'idée, c'est une par mois ou tous les 2 mois, 3 heures max, apprendre un outil. J'ai fait Canva, par exemple. Je vais faire Instagram. Quand on part un peu de zéro, je fais un petit questionnaire de positionnement, voir. Mais bon, mon public, c'est plutôt les débutants, on va dire. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très concret. Je sais que quand on est indé, quand on est dans une asso, on n'a pas de temps à perdre, à passer 2 heures à faire 2 jours à faire une formation qui des fois aurait pu se faire en une matinée. Donc voilà, c'est vraiment des choses très concrètes. On veut faire telle chose, on l'apprend en 2-3 heures. Et si jamais après les gens veulent aller plus loin, je peux envisager après de faire un niveau 2, par exemple, ou faire des coachings individualisés. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment, on va dire, pas de blabla, c'est vraiment apprendre concrètement à utiliser tel outil. Une partie un peu théorique, et vraiment après les faire pratiquer sur eux, leur support, voilà, qu'ils aient quelque chose d'assez personnalisé, quoi. Est-ce qu'il y a des notions de la formation que tu as suivie avec Créatif que tu retiens et que tu utilises
toujours aujourd'hui? On va dire rien que pour faire le programme. Enfin, vraiment, je suis tout ce qu'on m'a préconisé. Marquer les durées, les modalités d'évaluation, les notions, les grandes notions qui vont être apprises. Voilà, j'essaye vraiment de suivre un peu le squelette de comment on fait une formation. Je ne vais pas dans des choses hyper poussées parce que après, je pense que c'est pour ceux qui ont Calliope ou ce genre de choses qui veulent une certification après. Mais déjà, je sais que si je veux aller vers ça plus tard, j'ai tout en main je sais ce que le côté administratif on va me demander, mais c'est pas juste pour faire beau sur les papiers et avoir son tampon. C'est un outil vraiment qui aide à structurer la formation. Et la certification, t'y es allée stressée? Alors, je voyais mes camarades très stressés et je me suis dit, pourquoi moi, je ne stresse pas? Parce que je me suis dit, au pire, si je ne l'ai pas, je considère que je sais quand même ce qu'il... Oui. Enfin, voilà, je peux la repasser au pire après, mais j'ai les compétences. En plus, on avait fait des tests un peu pendant la formation. On était passé un par un. À chaque fois, les formateurs avaient dit qu'il n'y avait aucun souci. Enfin, pour moi, j'étais partie dans l'esprit que tout le monde avait l'air très sérieux et pour moi, tout le monde allait l'avoir. Et je crois qu'à peu près tout le monde l'a eu. À partir du moment où on a suivi exactement ce qu'il faut faire, moi, je me faisais pas trop de soucis. Alors évidemment, il faut faire son dossier sérieusement, faire ce qu'on nous demande. Mais après, même le jury, je l'ai trouvé assez sympa. Enfin, ils sont pas là non plus pour nous brosser dans le sens du poil, mais moi, ils m'ont donné plein de conseils sur la suite. Ils me l'ont dit, c'est pas des reproches, parce qu'au début, à un moment, ils m'ont commencé à me dire plein de choses. J'ai fait, oula, est-ce que je suis complètement à côté de la plaque et tout? Ils m'ont dit, non, vous rassurez-vous, c'est des conseils pour après, un peu de professionnel à professionnel. T'es 2 formatrices, on fait ça depuis des années. Moi, je te conseille ça et ça. Enfin, l'idée, c'est pas de nous saquer. Donc, à partir du moment où on fait les choses bien, où on a bien suivi, où on respecte les consignes, il n'y a pas de piège, quoi. Donc, je pense qu'il fallait un peu se déstresser par rapport à ça. Il faut prendre ça en se disant que c'est une aide pour la suite et que la certification, c'est un plus, un vrai plus quand même sur un CV, si on va par exemple voir un organisme de formation, ce genre de choses. Puis qu'au pire, si c'est raté une fois, ça peut être réussi la fois d'après, quoi. Donc il faut un peu relâcher la pression par rapport à ça. On passe pas le bac ou quelque chose qui va nous faire redoubler et repasser dans notre vie, voilà. Et c'était un critère pour toi, cette certification? Alors au début, non, parce que au début, je connaissais pas trop. Je voulais être formatrice, mais bizarrement, je connaissais pas trop les certifications, les différentes attestations, certifications, Calliope, pas Calliope, asynchrone. C'est en appelant, en fait, à chaque fois les organismes de formation qui me disaient s'il y avait une certification ou pas. Et puis je me suis dit, oui, c'est peut-être pas mal qu'il y ait une certification, ça donne vraiment un cachet de sérieux déjà. Oui, en fait, ça a pesé après dans mes choix. Je me suis dit, c'est vrai que après, s'il y a un vrai dossier à rendre devant un jury, ça témoigne quand même d'un sérieux de l'organisme. Et puis moi, après, j'ai quelque chose à montrer, une preuve de ce que j'ai fait, ou même trouver des clients, leur dire que je suis certifiée, je suis une vraie formatrice et pas une coach comme on peut voir beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai un vrai cachet de formatrice. Et qu'est-ce que tu envisages pour la suite? Mon objectif principal, c'est vraiment un peu de stabiliser mon chiffre d'affaires, parce que pour l'instant, j'imagine que les débuts, c'est souvent comme ça. J'ai fait un très bon mois de mars. Avril, c'était plus compliqué. Je pense que mai, ça va remonter, surtout quand on organise des formations. Donc pour moi, l'objectif principal, c'est vraiment d'une stabilisation de mon chiffre d'affaires. Tout ce qui est conception graphique, par exemple, c'est un peu du one-shot à chaque fois, même s'il y en a qui m'ont rappelé parce qu'ils ont aimé certaines choses que j'avais faites, donc ils veulent d'autres choses. Mais ça reste des choses fluctuantes. On va dire c'est ce qui permet le plus de faire rentrer de l'argent, parce que c'est ce qui paye le plus par rapport au métier de formatrice. Surtout que j'essaye de faire des formations pas très chères, parce que je sais que c'est un public qui n'a pas forcément les moyens. Côté formation, ça peut peut-être me permettre d'avoir des choses plus régulières, avec faire des partenariats. Par exemple, là, je vais faire un partenariat avec une association qui s'appelle la Chambre des associations, et qui aide les associations à se former, à créer, à écrire leur statut, tout ça. Donc eux, ils m'ont pris un peu dans leur pôle de formateurs.
Donc, je sais que j'ai eux toujours qui vont me proposer des choses à l'année. Donc ça, déjà, ça rassure un peu aussi de se dire que voilà, j'ai des choses plus concrètes et que toutes les missions un peu de graphisme ou one-shot, c'est un peu du plus, quoi. Que ça, c'est plus difficile à prévoir dans un planning quand est-ce que ça va arriver ou pas. Et tout à l'heure, tu parlais qu'en fait, ton cœur de métier, c'est 50% et qu'au final, être entrepreneur, c'est 50% de vente, de communication, de trouver ses clients et tout ça. Quand tu t'es rendu compte de ça, est-ce que ça t'a fait peur? Et comment, toi, tu t'es organisé pour réussir à avoir toutes ces compétences-là et à acquérir toutes ces compétences-là? Alors, une grosse partie, heureusement, moi, je connais, c'est faire de la communication. En gros, c'est se faire connaître. Donc, je me suis dit, heureusement que moi, je sais faire. Mais je me dis, pour quelqu'un, j'imagine quelqu'un, je sais pas, qui est pas du tout dans ce truc-là ou qui est pas à l'aise en plus avec l'outil informatique, qui connaît pas les réseaux sociaux, ça peut être très compliqué de se lancer seul et se faire connaître, voilà, via ça, parce que c'est difficile maintenant de s'en passer. Donc, moi, on va dire toute la partie communication, bon, bah, je gère. On va dire que j'ai vraiment potassé LinkedIn un bon moment sur qu'est-ce qui marche pas, un carrousel, une vidéo, un post, combien de fois posté par semaine, enfin ce genre de choses. Heureusement que c'est quelque chose que j'aime et voilà, que j'ai pris en main assez rapidement. Donc ce côté-là, communication, ça a été, même si ça prend énormément de temps. Et après, tout ce qui est un peu plus administratif, pour l'instant ça va, même si j'ai découvert comment on faisait une facture, comment on faisait un devis. Et j'avoue que ça, c'est pas ce qui me passionne le plus. Enfin, voilà, pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais je sais que si à l'avenir j'en ai beaucoup et que j'ai les moyens, ça, je pense que c'est typiquement le genre de choses que je déléguerais parce que, enfin voilà, faire des devis toute la journée, voilà, c'est pas ma passion. En plus, mais il existe plein de logiciels gratuits, tout ça, donc et puis des choses très simples. Et puis comme j'ai le statut de micro-entrepreneur, voilà, c'est quand même très très simplifié. Quand je vois les gens qui parlent de leur statut après. Ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression, enfin, je n'y comprends rien. J'apprends vite généralement, donc je sais que quand j'aurai le nez dedans, ça va bien se passer. Là, j'ai découvert l'URSSAF, tout ça, que je ne connaissais pas avant, et puis ça se passe très bien. Donc, il n'y a pas de raison que ça aille pas après. Mais effectivement, il faut prendre conscience que ça prend du temps de faire tout ça. Avant, je me disais, mais pourquoi les freelances, quand je voyais dans ma boîte, on passait, je sais pas, une freelance graphisme, tout ça, je me disais, mais c'est quoi ces tarifs qu'ils font par rapport à ce que moi je gagne en tant que salarié? Mais en fait, on se rend pas compte de... Voilà, en fait, tous les moments où ils travaillent pas, on a l'impression qu'ils travaillent pas, mais en fait, c'est que c'est des moments pas facturés. Et en fait, voilà, faut aussi les payer quand ils cherchent des clients, faut aussi les payer quand ils créent les devis, faut aussi les payer quand et puis leurs charges qui sont très élevées. Donc en fait, voilà, quand on est de l'autre côté, on se rend compte de la réalité de ce que c'est d'être freelance. On peut pas trop comparer avec le statut d'un salarié. Et comment tu as fait, toi, justement, pour fixer tes prix? Alors ça a été très compliqué, comparer ChatGPT, Gemini, tout ça. Parce que le milieu associatif, par exemple, je me disais, il y a des toutes petites assos, mais il y a aussi des associations énormes. Est-ce que je fais le même tarif? Est-ce que... voilà, donc je me pose un peu, surtout que je fais des choses quand même très personnalisées. À chaque fois, je me pose un peu la question, mais maintenant, j'ai un peu fixé mes grands tarifs. Si je fais un audit de compte Insta, ça va être tant. Si je fais les formations, ça va être tant. Je sais qu'au début, j'avais vraiment tendance à sous-estimer. J'avais toujours l'impression que si je mettais trop, ça valait pas ça. Je me sous-estimais beaucoup. Je sous-estimais aussi la charge de travail derrière. Une formation de 2 heures, je vais dire, c'est 2 heures, ça va être tant. Mais en fait, c'est pas 2 heures, c'est tout ce qui est avant de rechercher les gens, de créer la formation, de communiquer autour. Enfin, c'est quand même... un travail important. Donc, je pense que c'est un souci qu'ont beaucoup de freelances. J'imagine que encore plus du côté des femmes. On a tendance vraiment à se sous-estimer, un espèce de syndrome de l'imposteur en se disant je peux pas monter les prix. Je me suis rendu compte de la réalité, du temps que ça prend, du fait aussi que j'ai 10 ans d'expérience derrière moi. Il faut aussi que je le prenne en compte, quoi. Je suis pas une débutante. J'arrivais un peu plus à augmenter mes prix. Et puis, je vois qu'il y en a à qui j'avais proposé un prix au début, qui ont accepté. Et puis là, je leur dis, en fait, j'ai un peu revu mes prix. Ah, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça me paraissait un peu bas au début, donc il n'y a pas de problème.
Donc je me rends compte que les gens, en fait, la plupart de mes clients, ils se rendent compte de la réalité de ce que c'est. C'était un de mes principaux soucis au début, c'est que je voyais pas du tout comment fixer. Et puis c'est dur de trouver des comparaisons. En fait, on trouve de tout. Par exemple, si on va sur Malte, on tape formateur communication, on va trouver des gens qui prennent 200 € la journée, comme on va trouver qui prennent 1500 € la journée. Mais là, je pense que ça y est, j'ai pris un peu confiance en moi. On va dire que je suis un peu plus à l'aise avec l'idée de mettre des tarifs un peu plus élevés qui correspondent plus à, voilà, à la valeur que je peux apporter, à mes années d'expérience, au temps vraiment que ça me prend et à ce qu'il faut pour vivre, quoi. Parce que voilà, en région parisienne aussi, c'est pas facile. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors déjà, je dirais que pour ceux qui peuvent se le permettre financièrement, de se faire accompagner, ça peut être bien. Il y a pas mal de coachs. Moi, personnellement, j'ai pas eu les moyens de faire ça. Par exemple, j'ai rencontré des gens sur LinkedIn qui me donnent des petits tips de temps en temps, qui m'aident. Vraiment pas rester tout seul dans son coin ou aller à des réseaux d'entrepreneurs. Il y a plein de choses qui se font dans les villes. On n'est pas obligé d'aller dans des réseaux à 2000 € l'année. Il y a des choses très bien qui se font, surtout pour les femmes, par exemple. Il y a une grande sororité, on va dire, dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, pas rester seul, parce que ça peut être quelque chose qui pèse aussi. Pas avoir peur de poser des questions, même si elles peuvent paraître un peu stupides. Mais en fait, il n'y a pas de mauvaises questions. Quand on sait pas, faut demander. Prendre conscience de la réalité de ce que c'est. Que je sais pas, si vous devenez coiffeur, c'est pas, vous adorez la coiffure, c'est pas que ça. Si vous êtes à votre compte, va falloir aussi penser à tout ce qu'il y a derrière. Si vous avez les moyens de déléguer, c'est super, mais au début c'est plus compliqué que ça. Donc voilà, bien peser aussi la réalité de ce que c'est en termes de temps, en termes de budget aussi, parce que c'est très difficile au début de se dégager de l'argent. Pas toujours tout rose. Moi, j'avoue, il y a des jours. Ah, c'est trop bien, j'ai plein de clients, ça décolle. Et puis le lendemain, ah bah en fait, le mois prochain, il n'y a rien. Pour l'instant, j'ai rien. Est-ce que j'ai fait la bonne est-ce que j'ai pris la bonne décision? Enfin voilà, il y a aussi des moments de doute. C'est pour ça que je trouve ça important d'être entouré et puis vraiment de se dire que voilà, on n'est pas tout seul à vivre ça. Je sais que des fois, quand on va sur LinkedIn, ce genre de choses, on a l'impression que tout le monde gagne 10 000 € par mois et a des clients qui tombent du ciel, tout ça. Voilà, il faut se dire que c'est un réseau social. C'est comme Instagram, pas tout le monde passe sa vie en vacances sur des yachts en maillot de bain. Donc, il faut avoir conscience que c'est difficile pour tout le monde, qu'on passe tous par ça et que, en fait, le principal, c'est de s'accrocher. Et que il y a pas de raison après que ça fonctionne pas, quoi. Je dirais que ce qui arrive pas, c'est surtout les gens qui perdent en motivation. Et si vous avez bien pesé le pour, le contre, que vous avez la motivation, pour moi, il y a pas de raison pour que ça fonctionne pas. Génial, merci beaucoup. Merci.